Bien, on débat sur France 24. Il y a 10 ans, le 20 novembre 2012, le M23 prenait le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu en RDC. 10 ans plus tard, ces mêmes rebelles sont une nouvelle fois aux portes de la ville. Cette guerre a perturbé d'ailleurs le sommet de la francophonie ce week-end, où sont apparues les tensions entre Congolais et Rwandais. Le Premier ministre congolais a refusé de poser sur la photo de famille à côté de Paul Kagame. La délégation congolaise a d'ailleurs accusé la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie, Louise Mushikiwabo, de prendre fait et cause pour le Rwanda. 200 000 Congolais ont dû fuir une nouvelle fois. Ce lundi s'ouvre à Nairobi au Kenya une nouvelle tentative de discussion-médiation. L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta est le facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC. Alors comment expliquer que le M23 soit une nouvelle fois aux portes de Goma? Les rebelles prendront-ils la ville une nouvelle fois? Qui les soutient? Quels sont finalement les espoirs de paix dans cette région alors que s'ouvre aujourd'hui ces pourparlers à Nairobi au Kenya? Eh bien, on en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre Boisselet. Bonsoir. Vous êtes coordinateur des recherches sur la violence à l'Institut congolais de recherche Eboutelli. C'est une structure partenaire recherche du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Bienvenue à vous. En face de vous, Roland Pourtier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Université Paris 1. Panthéon-Sorbonne. Bienvenue à vous également. Avec nous aussi Jean-Claude Félix Tchikaya, bonsoir. Chercheur pour l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Bienvenue. Nous avons par Skype de Kinshasa Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de RDC, ministre de la communication et des médias de RDC. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à tous. Nous avons également par Skype de Suède Aloïs Teguera, historien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avant de démarrer ce débat, je voudrais écouter justement un certain nombre de témoignages des Congolais qui fuient leur village à l'arrivée du M23 à Goma. Nous craignons maintenant que les rebelles arrivent ici. J'avais fui mon village, mais en arrivant à Kibumba, il y avait aussi beaucoup de coups de feu. Et à la fin, je me suis retrouvé ici. Mais avant-hier, des soldats ont ouvert le feu ici aussi. Et on a encore fui vers Goma. Nous sommes revenus, et c'est la souffrance. Je suis là, mais je n'ai nulle part où dormir. La bombe a explosé chez moi et a tué mon mari. Il est mort, mais moi je m'en suis sortie avec beaucoup de blessures sur la jambe droite suite aux éclats. La Croix-Rouge locale a essayé de m'emmener à l'hôpital. Mais personne ne voulait me soigner, car les infirmiers étaient aussi en train de fuir. Ma femme et moi allons dormir ici. Et là, je suis en train de construire pour les enfants. J'ai préféré qu'ils soient juste à côté de moi pour qu'en cas d'attaque, nous puissions fuir tous ensemble. Pierre Boisselet, je voulais commencer par vous, juste pour cadrer le débat. C'est près donc 200 000 Congolais qui ont déjà dû fuir la région. Ça s'est passé il y a 10 ans. On s'est retrouvé exactement avec les M23 qui, pour le coup, ont pris Goma. Est-ce que c'est la peur qui règne aujourd'hui à Goma? Est-ce que finalement, on est exactement dans le même scénario 10 ans après? Alors, l'histoire le dira. Pour l'instant, la ville n'est pas prise. Je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable. Mais évidemment, cette prise de Goma, il y a très exactement 10 ans, et dans toutes les têtes à Goma, et il y a évidemment une psychose, une crainte véritable que ça arrive. Ils sont à combien de kilomètres? Une vingtaine, a priori. Donc, effectivement, la menace est très proche. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous dites qu'a priori, ça ne va pas se reproduire? Alors, bon, ça c'est... En 2 mots. C'est le fruit en 2 mots, c'est un peu compliqué, mais disons qu'en 2012, ça a été un petit peu le début de la fin pour eux, mais on pourra y revenir en détail. En tout cas, vous dites, ils ne vont peut-être pas prendre la ville. Patrick Mouyaya, puisque vous êtes le porte-parole du gouvernement de RDC, est-ce que vous pouvez nous confirmer ces informations? Justement, est-ce qu'effectivement les rebelles sont à une vingtaine de kilomètres de Goma? Et vous, est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre la ville? Les agresseurs voulaient dire il faut qu'on arrive à parler de l'armée rwandaise de manière claire. Mais on va en parler. Là, j'ai vraiment... Déjà sur le constat, sur où se trouvent les forces du M23. Les forces sont localisées à une vingtaine de kilomètres de Goma, évidemment, et les dispositifs est en place de nos forces armées pour que cela n'arrive pas. Et je crois que dans le jour qui viennent, parce qu'il y a le déploiement de la force régionale qui va commencer, ce n'est pas évident qu'ils pourront atteindre la ville, mais on ne sait jamais parce que la stratégie de la violence clairement choisie par les Rwandais
n'a visiblement pas de limite au regard même de tout ce que vous avez montré dans vos images tout à l'heure. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes enfants qui sont obligés d'errer dans leur propre pays parce que simplement il y a des appétits économiques non assouvis. C'est le temps que cela s'arrête et c'est les messages que nous avons passés hier à l'occasion du sommet de la francophonie où nous avons participé avec le Premier ministre chef du gouvernement. Oui, on va revenir justement sur, parce qu'effectivement, le Congo, la RDC accuse le Rwanda d'être derrière le M23. Un mot d'abord, Roland Pourtier, justement, sur cette force du M23. Pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas bien l'actualité en RDC, qui sont-ils, ces rebelles? On parle d'une rébellion à majorité Tutsi. Il y a un certain nombre de chefs Tutsi congolais, dont d'ailleurs, il y en a un qui a même été condamné par la CPI. C'est ça, le M23 aujourd'hui ? Le M23 n'est que la résurgence d'un mouvement déjà ancien qui s'est manifesté, on vient de le dire, il y a déjà 10 ans avec la prise de Goma. Mais pour comprendre ce phénomène, il faut remonter plus loin. C'est toute la crise de cette région des Grands Lacs qui a de multiples facteurs structurels sur lesquels j'aimerais tout à l'heure dire quelques mots. Et le M23 est sorti des tensions entre la RDC et des groupes rebelles et le Rwanda, M23, parce que ce mouvement est né en réaction contre la non-application d'un accord qui avait été signé le 23 mars, je crois, et 2009, pardon. 2009. Et donc, comme les clauses de cet accord n'avaient pas été respectées, en particulier, les anciens rebelles n'ont pas été réintégrés correctement dans l'armée congolaise ou n'ont pas été réinsérés correctement dans la société civile. Eh bien, ils ont pris les armes. Et ce sont des mouvements qui reviennent régulièrement. La profondeur historique joue un rôle considérable et on doit remonter beaucoup plus loin que 2012 pour comprendre fondamentalement les raisons de cette crise. Beaucoup plus loin qu'il y a 10 ans. Jean-Claude Félix Tchikaya, en quoi cette région est-elle stratégique ? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation paroxystique, mais comme ça a été dit plusieurs fois, il faut revenir plusieurs décennies en arrière sur ce fameux groupe M23. Il y en a une vingtaine d'autres qui, malheureusement... Oui, ils ne sont pas les seuls. Hein, mais... Ils ne sont pas les seuls et ils sont tous illégitimes et ont tous pour objectif de balkaniser, pas seulement l'Est du Congo, mais le Congo lui-même et le déstabiliser avec des soutiens qui viennent parfois du Rwanda et d'autres fois de l'Ouganda et autres. Donc c'est bien une situation pas seulement liée à la souveraineté que défend, justement, comme ça a été dit par le porte-parole, bec et ongle, la RDC, et elle ne doit pas céder un seul pouce, parce que la personne qui était sur son lit tout à l'heure, une dame, et les Congolais ont dans leur fond d'écran et dans leur histoire, cette histoire congolaise avec ce lac Kivu qui représente pas seulement une frontière naturelle, mais gorgée de matières premières qui sont absolument les outils et les instruments idéologiques et qui donnent faim et soif à un peuple qui veut vivre librement et que la souveraineté de la RDC soit donc respectée. Il est bien pour cela que le gouvernement de RDC, comme il le fait actuellement, ça peut être une situation négociée sur le plan politique. On va revenir sur les négociations. Malheureusement, partir malheureusement vers le pire. On ne le souhaite pas pour que la souveraineté du Rwanda, de la RDC, soit donc maintenue et repousser le M23 et ceux qui soutiennent ce groupe et d'autres. Et ce qui est en fond d'écran, on peut dire... les puissances extérieures. Le cobalt à 80%, la réserve mondiale, et plein d'autres. Donc le Congo... Donc la mainmise sur les matières premières, c'est ça qui... La RDC est potentiellement un des pays les plus riches, mais malheureusement, cette géostratégie, cette géopolitique intéresse, et malheureusement, donc des voisins viennent... les voisins, c'est-à-dire les Rwandais, le Rwanda, l'Ouganda et autres, c'est référencé. Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut dire que la RDC dit de manière légitime qu'ils sont soutenus, mais c'est pas seulement la RDC. Les référents et les experts américains, les experts onusiens, l'Union africaine, il serait bien d'ailleurs qu'elle fasse montre un peu plus en tout cas prendre
une position parce que la situation est paroxystique. Aloïs Tegara, puisque vous êtes historien, vous avez longtemps vécu à Goma, est-ce que finalement cette guerre existerait sans un soutien rwandais, sans une intervention des Ougandais, un peu ce que vient de dire Jean-Claude Félix Chikaya, c'est-à-dire que finalement ce sont les puissances autour qui finalement fomentent le conflit? Merci pour la parole. En fait, je suis en visite en Suède, mais je travaille à Goma, à Paul Institute, un institut de recherche qui travaille à Goma depuis à peu près 20-25 ans. Pour la question que vous posez, je pense qu'en fait, le problème de Banyarwanda à l'est du Congo n'est pas un problème d'hier. Même si on peut remonter l'histoire de M23 déjà dans les années 2000-2004, quand le CNDP avait commencé, et puis M23 en 2012. Mais quand même, le problème de Banyarwanda dans l'est du Congo, c'est un problème qui est très, très ancien. Et à mon avis, je pense aussi le racine du mal, c'est pour moi la mauvaise gestion du patrimoine Banyarwanda par la colonisation belge. Parce que vous remontez très loin, oui. Oui, tout à fait. Parce que si on ne remonte pas loin, on ne comprend pas. D'abord, les cartographes belges, le premier qui a parlé des tribus à l'est du Congo, il parlait de Batutsi, entre parenthèses, liés au Hutu de Rutshuru. Et le deuxième qui a parlé de Banyarwanda, c'est Bon en 1935 qui disait « Ok, à Rutshuru, il y a des Banyarwanda, Hutu, Tutsi et toi ». Mais le même Bon en 1954, quand il fait la cartographie des ethnies du Kivu, il a omis les Tutsis sur la carte. Et aujourd'hui, on retrouve, que ce soit sur les réseaux sociaux, même aussi dans les débats, où mes compatriotes peuvent dire, écoute, montre-moi où se trouvent les Tutsis sur la carte du Congo. Déjà, cette stigmatisation existe déjà avant la colonisation. Maintenant, après la colonisation, j'ose dire qu'en fait, beaucoup de nos élus locaux à Goma, nous avons transporté une histoire de mal vivre ensemble à Kinshasa. Et en réalité, je pense que le problème de stigmatisation de Banyarwanda ne commence pas juste en 2012, ça commence bien avant. Alors, justement, je voulais vous retrouver à nouveau, Patrick Mouyaya, parce que vous parliez, vous, de l'implication du Rwanda. Alors, j'ai lu que les experts, c'est ce que disait un peu Félix Chikaya à l'instant, les experts de l'ONU et les baromètres sécuritaires du Kivu, dans leur rapport rendu en juillet, affirment détenir des preuves de l'implication du Rwanda dans ce conflit. Alors, le Rwanda nie et accuse au contraire de l'armée congolaise d'être l'allié des forces démocratiques de libération du Rwanda. Donc quel est votre discours? Pour vous, ce conflit est fomenté par Kigali? Écoutez, il y a des faits historiques qui peuvent témoigner que Kigali était derrière le RCD Goma, derrière les CNDP, derrière les M23, parce qu'il est clair que dans leur stratégie de continuer les pillages à l'est de la République démocratique du Congo, il faut toujours avoir des paravents. Je dois rappeler que le M23 a été défait et totalement désarmé depuis 2013. Comment vous pouvez penser que 10 ans plus tard, il puisse se réorganiser et avoir une puissance des feux que le secrétaire général des Nations Unies reconnaît? Il dit c'est une armée régulière qui combat en reconnaissant l'aveu de la mission qui n'était pas en mesure de combattre ces mouvements rebelles. Donc ils sont les seuls responsables. J'en arrive, c'est clair que c'est l'armée rwandaise qui opère. Et les discours mensongers portés par Kigali portent essentiellement sur 2 points. D'abord, un discours ségrégationniste qui parle de nos communautés Tutsis, parce qu'ils prétendent les protéger en tuant et en faisant déplacer plusieurs milliers de personnes. Vous avez vu vous-même le drame. Et puis sur la question des FDLR. Les FDLR menacent d'abord la population congolaise. Les FDLR aujourd'hui, 28 ans plus tard après les génocides rwandais, ne représentent pas une véritable menace pour la sécurité de Kigali. Au contraire, nous avons combattu les FDLR. Vous ne serez pas en mesure aujourd'hui de donner le seul nom d'un chef FDLR connu et que le groupe résiduel qui reste, nous continuons de le combattre dans les cas de la force régionale. Ils seront aussi la cible de ces combats. Et donc, nous considérons que les vrais mobiles de ces combats, il est économique. Les Rwandais devaient être en mesure d'arrêter cette
forme de combat pour que nous puissions, dans la paix, comme le président de la République le porte depuis son arrivée à la tête de ces pays, reconstruire la région de Grand Lac et voir dans quelle mesure nous pourrons consolider les échanges entre les différentes communautés des différents pays. Et donc, venir aujourd'hui brandir la question des FDLR, c'est mentir à l'histoire parce que les FDLR n'ont en aucun cas attaqué les territoires rwandais et ils ne seront pas en mesure de le faire. Et pourtant, nous payons les prix. Vous voyez vous-même la catastrophe humanitaire qui se vit dans cette partie de notre pays. FDLR, pour bien préciser, Force démocratique de libération du Rwanda, qui est un groupe rebelle Hutu. Effectivement, le Rwanda accuse la RDC d'être l'allié de ce groupe rebelle. Pour redonner un peu de contexte, Pierre Boisselet, peut-être que vous pouvez réagir à ce que vient de dire le porte-parole de RDC. Est-ce qu'effectivement, il n'y a que le Rwanda qui soit responsable ? Alors, je pense qu'il y a... Bon, c'est une grande partie de l'histoire... la responsabilité du Rwanda existe et on l'a dit, vous l'avez rappelé, etc. Je pense que par ailleurs, il y a aussi une partie du problème qui tient à la faiblesse de l'armée congolaise, plus largement des institutions congolaises, mais en l'occurrence, puisqu'on parle du conflit là, actuellement, de l'armée congolaise. On sait qu'elle a un grand nombre de difficultés structurelles. Qui sont liées à quoi ? Parce que j'ai vu qu'il y avait 130 000 hommes dans cette armée et qu'il y a 1000 rebelles du M23. C'est à peu près ça la proportion ? Oui, alors c'est un chiffre théorique, officiel. On sait qu'il y a une grande partie des effectifs officiels qui ne sont pas en fait présents sur le terrain. On sait qu'il y a des gros problèmes de gestion, de la zone de la chaîne de dépenses, de la corruption, des problèmes de moyens, de gestion des équipements. Enfin, la liste est très longue. Vous pouvez peut-être réagir justement à Kinshasa, à ce que vient de dire justement Pierre Boisselet. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de déficit de l'État congolais dans cette région et même peut-être de problèmes liés à l'armée congolaise elle-même ? Patrick Mouyaya. Je crois qu'il y a ici, il faut qu'on soit en mesure de le reconnaître, que notre armée aujourd'hui souffre justement parce que par les passés, nous sommes passés par différents processus, des brassages, des mixages, et dans il y a eu des éléments infiltrés qui régulièrement mettent en mal la stratégie de défense du pays. Même la guerre actuelle, le mobile serait à la fin de prendre ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des terroristes et les réintégrer l'armée. C'est l'une des revendications principales d'ailleurs de certains. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a évidemment des difficultés structurelles. Et elles sont liées à quoi, les difficultés de votre armée, justement ? Les difficultés structurelles, c'est d'abord les brassages et les mixages que j'ai relevés tout à l'heure. Et puis, c'est cette volonté permanente de garder cette partie en conflit. Parce que bien au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, le Rwanda a toujours gardé de proxy parce que le jour où cette partie sera stabilisée, nous mettrons fin à tous ces réseaux justement économiques de pillage dont d'ailleurs l'un des principaux protagonistes a été sanctionné par les départements américains. Aujourd'hui, il existe une loi de programmation au niveau de l'armée. Aujourd'hui, il y a un haut commandement militaire qui a été à peine nommé il y a 1 mois et demi. Et nous faisons justement face à cette guerre parce que la volonté, c'est de ne pas nous laisser de manière sereine reconstruire notre armée qui sera notre appareil de défense et qui sera dissuasif vis-à-vis de toutes ces intentions bien connues expansionnistes du Rwanda. Et donc, nous reconnaissons qu'il y a ce travail qu'il faut faire. Nous y travaillons et nous pensons que si nous avons la sérénité qu'il faut, nous serons en mesure de relever les défis de notre armée. Ce n'est pas une fatalité, les défis que nous connaissons aujourd'hui. Pierre Boisselet, justement, sur l'armée congolaise. Oui. Roland Pourtier, oui. Pardon. Sur l'armée congolaise, je n'ai pas grand-chose de particulier à dire, mais ce que je constate, c'est que, et ça c'est important, l'histoire se répète, malheureusement, l'histoire bégaye, parce qu'on n'a jamais réussi depuis un siècle, et en tout cas dans les dernières décennies, à résoudre des problèmes de fond, des problèmes structuraux. Et en particulier, on est dans une zone de très forte tension démographique et de pression qui viennent de l'Est vers l'Ouest, c'est-à-dire du Rwanda essentiellement vers le Congo. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a 100 ans ou plus. Et à l'époque coloniale, déjà, les Belges avaient organisé une migration des zones très peuplées du Rwanda vers l'Est du Congo, où on avait besoin de main-d'œuvre. Et le mouvement n'a cessé depuis lors. Et cette pression est considérable parce qu'au Rwanda, nous avons aujourd'hui une densité de population d'environ 500 habitants au kilomètre carré. C'est trop. Et donc,
quand il y a un trop-plein quelque part, on va vers des zones moins densément peuplées. Et c'est tout ce mouvement qui touche en particulier les éleveurs Tutsis, qui s'est développé sur l'est du Congo et qui crée des tensions. Et on a évoqué les tensions à l'intérieur de l'armée, mais fondamentalement, il y a ces tensions très fortes entre ceux qu'on a appelés les étrangers et les autochtones. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème fondamental qui est lié à la pression démographique et à cette poussée qui vient du Rwanda, eh bien, on n'arrivera pas à résoudre durablement les problèmes de la région. Jean-Claude Félix Chikaya, le sommet de la francophonie ce week-end a été perturbé par justement ce conflit dans le Nord Kivu avec le M23. On a vu que le Premier ministre, d'abord le président de RDC a refusé de s'y rendre parce qu'il y avait Paul Kagame, et le Premier ministre a refusé de figurer sur la photo avec le président rwandais. Emmanuel Macron a fait le va-et-vient manifestement entre le Premier ministre de RDC et Kagame. On ne se parle pas en fait. Ce qui démontre cet épisode de sommet de l'OIF, si on l'appelle encore comme cela, c'est-à-dire que Organisation de la francophonie. Voilà, la présidence de l'ancienne, qui est ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise, qui connaît bien tout ce qu'on vient de dire sur le plan multifactoriel et structurel, et pas seulement lié à l'armée de la RDC et lié aux problèmes structuraux en RDC, mais aussi à l'extérieur de la RDC. Donc c'est bien des problèmes multifactoriels, mais sur le plan régional. Donc, ce qu'a essayé de faire M. Macron et d'autres, c'est d'osciller entre l'un et l'autre. Et on peut voir que la position de la RDC, c'était de durcir le ton sur une négociation politique qui, malheureusement, le Rwanda traîne des pieds pour demander, parce qu'il a un certain pouvoir et un pouvoir certain sur le M23, de sortir des terrains sur lesquels il ne cesse d'arriver pour se rendre vers Goma avec une cohorte de souffrances, de crimes, de viols et autres à l'encontre des populations. Donc c'est une situation, comme elle a été dit par l'hystérien et d'autres personnes, c'est un fond d'écran. C'est un fond d'écran qui est à l'intérieur de tous les Congolais, pas seulement dans l'Est du Congo, mais un peu partout. Donc là, ça commence à se ressentir sur le plan national comme une souveraineté qui est complètement ébréchée. Chacun sait au Congo qu'il y a tout un pays à travailler pour un renouveau structurel national, comme ça a été dit, et notamment l'armée, où il y a à l'intérieur plein de problèmes à régler et qui, bien sûr, ont des ricochets visibles et qui représentent parfois des failles dans lesquelles ces rebelles, malheureusement soutenus, peuvent malheureusement entrer. Patrick Mouyaya, ce sommet de la francophonie, finalement, vous en feriez quel bilan? Parce qu'effectivement, de ne pas souhaiter être sur la photo avec Paul Kagame, on a bien vu qu'il y a eu des fortes tensions entre Congolais et Rwandais à ce sommet qui était censé être un sommet de la francophonie. Bon, écoutez, nous appartenons tous à une même famille qui s'appelle la francophonie, et d'ailleurs, nous réfléchissons sur l'avenir de la francophonie, où nous pensons qu'il doit y avoir des instances pour régler des problèmes entre deux États membres. Ici, il faut rappeler que nous sommes engagés dans 3 processus. Le processus de Nairobi, le processus de Luanda et puis la médiation portée par les présidents français. Et c'est depuis 2 mois que nous sommes dans ces différents processus. Depuis 2 mois, le Rwanda s'engage à parler au M23. C'est le langage diplomatique qui est tenu à ce niveau-là pour que M23 s'y retire de ses positions, et rien ne se fait. Et donc, nous, on ne peut pas continuer à venir assister à des grandes messes de ce type pendant que vous avez 300 000 compatriotes qui sont en dehors, pendant que vous savez que ce qui opère, c'est l'armée rwandaise qui opère. Il y a des preuves qui vont l'attester, qui seront publiées encore bientôt, et que le président rwandais ne se sent pas particulièrement ému pour mettre fin à cette situation. Et même de ce point de vue, l'attitude de la France va être encore plus résolue et plus forte auprès du président Kagame pour qu'il puisse donner l'ordre à ces hommes qui opèrent en République démocratique du Congo de quitter. Nous sommes venus réitérer notre appartenance à cette organisation régionale. Je dois rappeler que nous sommes le premier pays de la francophonie. Nous accueillerons le jeu dans les jours qui viennent, et nous espérons que très rapidement cette question sera résolue. C'est aussi cela, être dans une famille, c'est aussi cela qui doit aujourd'hui
interpeller la France, qui est le porteur de la francophonie, pour que cette question se règle durablement, parce que c'est des populations francophones qui payent le prix de l'attitude d'un autre pays francophone. Nous recevons des pressions populaires dans notre opinion. Aujourd'hui, les gens s'interrogent s'il faut rester dans la francophonie ou il faut la quitter. La réflexion n'est pas encore à ce niveau-là, au niveau du gouvernement, mais la résolution de ces problèmes, grâce à l'implication de la francophonie, pourra peut-être permettre aux Congolais de penser que nous sommes dans une famille où nous sommes véritablement portés et que les valeurs de solidarité prônées par la francophonie se manifestent effectivement. Alors ce lundi, vous faisiez référence, s'ouvre à Nairobi, donc au Kenya, une nouvelle tentative de discussion, une médiation. L'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, est le facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC. En parallèle, l'actuel président kenyan, William Ruto, est à Kinshasa, en RDC. Il a affirmé que la force régionale est-africaine avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. On va l'écouter, William Ruto, et c'était donc à Kinshasa. Nous nous sommes engagés, dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est, à faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir son Excellence le Président, pour soutenir le gouvernement de la RDC et son peuple, afin que nous puissions avoir la paix dans ce pays. Il est dans notre intérêt collectivement et individuellement que nous ayons une région en paix. Et on va écouter maintenant Moussa Faki, qui est le président de la commission de l'Union africaine. Il était au micro de Marc Perelman à Djerba, justement en Tunisie, lors du sommet de la francophonie. Les discussions de Nairobi doivent continuer. C'est aux Congolais, bien entendu, de déterminer quels sont ceux qui vont prendre part. Mais il est souhaitable, dans le cadre de la recherche de la paix, qu'il soit le plus inclusif possible. Pierre Boisselet, donc il voudrait, c'est ce qu'il dit Moussa Faki, que finalement il y ait le plus de gens possible autour de la table, que ça soit le plus inclusif possible, c'est pour parler. Est-ce qu'ils ont une chance d'aboutir d'abord? Et puis je vais bien sûr faire réagir Patrick Mouyaya. Les pourparlers de Nairobi. Oui, qui démarrent donc aujourd'hui. Je doute qu'ils règlent fondamentalement la question, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est que le gouvernement congolais ne veut pas discuter avec le M23. Enfin, en tout cas, les discussions sont dans l'impasse à ce niveau-là, et je pense d'ailleurs que le caractère inclusif, c'est pour souligner, selon, j'imagine, Moussa Faki, qu'il faut réintégrer le M23, qui jusque-là ne faisait plus partie de ce processus. Donc ça, ce serait... C'est la bonne démarche ? Je ne sais pas si c'est la bonne démarche. Elle semble faire aujourd'hui consensus au sein de la région. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le rapport de force militaire sur le terrain n'est pas en faveur de l'armée congolaise. Depuis à peu près un mois, elle recule presque tous les jours. Et que donc le déploiement à la fois de la MONUSCO ne permet pas d'équilibrer ce rapport de force. On a vu les troupes kenyanes commencer à arriver, mais on parle de 200 soldats pour l'instant. Il y en aura peut-être 900 à terme, mais je doute que ça permette de battre le M23. Et donc, dans cette situation-là, on voit mal quelle autre option que de discuter. Patrick Mouyaya, justement, pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas discuter avec le mouvement du M23 ? Manifestement, ce que vient de nous dire Pierre Boisselet, c'est qu'il y a une sorte de consensus autour de cela. Et Moussa Faki le disait très bien. Mais il y a des préalables, parce que lorsque nous avions adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est, il était prévu qu'il y ait un processus politique. Dans ces processus armés, le seul groupe armé réfractaire se trouve être les M23, et depuis, ils ont gagné en violence. Comment voulez-vous que nous puissions discuter avec un mouvement qui est devenu terroriste parce que tuant des familles congolaises et déplaçant de centaines de milliers de Congolais en même temps? Ici, il faut que les choses soient dites de manière claire. Les conditions pour nous, pour participer à quelconque forme de dialogue avec tous les groupes armés, parce qu'il ne faut pas penser que nous, le gouvernement, nous allons négocier avec les M23 en bilatéral, il est hors de question. Ils doivent être inclus comme tous les groupes armés, être traités d'égal à égal, parce que les M23 sur terrain n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui fait des progrès en espérant faire passer son agenda tout en maintenant... Vous êtes prêt à discuter avec eux ? Avec justement les M23 ?
Les conditions sont connues. Les conditions sont connues avant qu'on y arrive. Il faut un retrait total du M23 des zones occupées. Il se retire et à ce moment-là, nous pourrons évaluer les possibilités de comment les discussions vont se faire parce que le président de la République a déjà montré sa disponibilité, le gouvernement, parce que nous voulons que cette région soit pacifiée. Et si aujourd'hui il y a une force régionale de tous les pays de l'Afrique de l'Est à l'exception du Rwanda, c'est justement parce que les autres pays ont trouvé pertinent les propositions qui ont été faites par les présidents. Que le Rwanda cesse de soutenir le M23, que le M23 se retire de toutes les localités occupées, nous pourrons voir comment discuter et régler les problèmes parce que le règlement de ces problèmes-là nécessitera aussi beaucoup de sagesse et beaucoup de temps. Et nous, nous sommes disposés parce que nous voulons que la République démocratique du Congo soit en paix sur toute l'étendue de son territoire. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Moussa Faki? La question, ce n'est pas d'être d'accord pour un dialogue, puisque c'est un processus qui a déjà commencé. Mais ici, les actions, notamment de l'Union africaine, doivent consister à demander au M23 de quitter les localités occupées et conquises grâce à l'armée rwandaise pour que, en ce moment-là, nous puissions évaluer comment les réintégrer dans les processus globaux des dialogues qui a déjà commencé à Nairobi. Il faut rappeler que le président Uhuru était à Kinshasa, était à Goma. Les discussions préalables avec tous les groupes armés se passent plutôt bien. Si aujourd'hui, les M23 s'est retiré de toutes les localités occupées, évidemment, nous serons en ce moment-là disposés de voir comment le remettre dans les formats... Mais s'ils ne le font pas, parce que manifestement, ils ne le font pas. De toute évidence, s'ils ne les font pas, c'est parce que le Rwanda ne veut pas que cela se fasse. Il faut qu'on soit en mesure d'appeler les chats par son nom. Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies dire que les M23 se comportent comme une armée. On lui a posé la question d'où viennent les armes. C'était sur France 24. Les armes viennent de quelque part. Il y a le rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui démontre par A plus B, avec des images, des drones. Pierre Boissely, qui est avec vous sur le plateau, peut aussi confirmer ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, faire la pression suffisante... Oui, bien sur sûr, le Rwanda... bien sûr. Non, mais pardonnez-moi, Moussa Faki, qui est quand même le président de la Commission de l'Union africaine, il dit maintenant qu'il faut négocier, y compris avec le M23. Mais on ne peut pas, on ne peut pas aller nous négocier avec un groupe qui endeuille nos populations, qui déplace des centaines de milliers. Agréons d'abord sur le principe, et Moussa Faki et les autres ne seront pas contre ce que je dirais maintenant, qui doivent se retirer de localités occupées avant toute idée de pouvoir discuter. Ça doit être bien clair. Aloïs Teguera, est-ce que vous pensez que ces négociations à Nairobi peuvent aboutir? Ben écoutez, ces négociations ne peuvent pas aboutir aussi longtemps qu'on essaie de noyer en fait le vrai problème de Banyarwanda, l'Est du Congo, comme un problème rwandais. C'est aussi un problème congolais. Je peux rappeler aussi à mes co-débatteurs qui, avant que même ce régime du Rwanda n'existe, qui a chassé tous les Banyarwanda de Massissi ou tout aussi confondus de la conférence nationale souveraine. C'est là où les petits-enfants ont commencé à errer un peu partout dans la région. Donc pour moi, il y a un problème de fond. Le problème qui a été l'argumentaire de base, qui était celui du CNDP et du M23, reste toujours. Nous avons des réfugiés de l'Est du Congo, Tutsis, qui sont dans les camps de réfugiés au Rwanda, les camps de réfugiés en Ouganda. Et ce problème existe depuis longtemps. Je n'ai jamais vu aucun effort de la part du gouvernement congolais de venir quand même essayer de régler ce problème une fois pour toutes, pour vider au moins l'argumentaire du CNDP et du M23. Pour moi, ce n'est pas normal qu'on croit qu'en fait, le problème, on se focalise sur le Rwanda, mais il y a un problème réel à régler au Congo. Qu'en est-il de ces réfugiés qui sont dans des camps au Rwanda et en Ouganda, presque, disons, depuis 28 ans? C'est un problème réel. Donc, pour moi, l'argumentaire du CNDP en 2004 jusqu'en 2009, celui du M23 en 2012, se base toujours sur cette existence de réfugiés dans des camps à l'extérieur. Pourquoi on ne peut pas vider cette question une fois pour toutes? Bien sûr, il y a des problèmes qui sont assez difficiles parce qu'ils auraient pu revenir comme tout le monde. Quand tout à l'heure, son Excellence le ministre disait que le FDLR c'est un problème qui est terminé. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis à Goma, mais aussi je vis à Massissi comme tout le monde, j'y vais tout le temps. Je peux lui demander, mais qui fait taxer les populations à Massissi? Ce n'est pas l'État congolais, c'est les FDLR. Donc, on ne peut pas dire que ce problème n'existe pas. Et tant que les FDLR sont dans cette région, je ne vois pas ces réfugiés, tous ceux qui sont au Rwanda et en Ouganda, revenir facilement. Donc, il y a des problèmes réels aussi qu'il faut voir. On ne peut pas escamoter, prendre ce qui est le plus facile et escamoter le problème de base qui est en fait aussi le problème de régler le patrimoine
Banyarwanda, l'Est du Congo, c'était un problème congolais aussi. Patrick Mouyaya, vous lui répondez rapidement et je vais faire réagir ensuite Roland Pourtier. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il n'existe pas de problème de communauté Hutu et Tutsi. Je préfère m'exprimer en ces termes en République démocratique du Congo, parce que dans le gouvernement, nous avons un représentant, un ministre qui est Tutsi ou un ministre qui est Hutu. Il n'y a pas de problème en ces termes-là. Et d'ailleurs, il faut relire la feuille de route de Luanda convenue depuis le mois de juillet, où nous parlons de cette problématique de retour de réfugiés. Comment pensez-vous qu'on peut retourner les réfugiés dans la sérénité lorsqu'il y a des violences du type que nous connaissons? C'est des problèmes qui existent depuis une vingtaine d'années. C'est des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un claquement de bâton magique. Aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie parce que nous savons que le Congo, pour être grand, nous ne pouvons être grands que dans notre diversité. Il n'y a pas de problème de cohabitation en République démocratique du Congo. Ça, c'est les spectres de Kigali qui exécutent pour justifier la défense d'une communauté. D'ailleurs, c'est un discours ségrégationniste. Et donc, nous reconnaissons qu'il y a un travail qui doit être fait pour ces réfugiés qui sont là-bas. Il y a un travail qui doit être fait dans la lutte contre les FDLR. Nous luttons nous-mêmes, nous combattons les FDLR et la force régionale vient en plus pour continuer de les combattre, pour qu'elles ne soient plus une menace d'abord pas pour le Congolais, ensuite pas pour le Rwanda, parce que les FDLR, je rappelle, ils tuent d'abord les Congolais. Lorsqu'ils parlaient des taxes qu'ils prélevaient, ils prélevaient ça sur les dos de Congolais. Et donc, vous voyez que les défis sont connus. Il ne faut pas virer la question vers une question de communauté, parce que ce n'est pas celle-là. Les populations qui souffrent aujourd'hui, parmi celles-là, il y a des populations qui sont aussi rwandophones. Alors, comment justifiez-vous une telle attitude? Roland Pourtier. Oui, il n'y reste plus beaucoup de temps, donc je vais faire réagir également le reste du plateau. Pardonnez-moi, Patrick Mouyaya. Roland Pourtier, justement, comment les mettre d'accord? Les responsabilités sont partagées ou ce n'est que le Rwanda? Il y a d'autres pays. J'ai vu qu'en marge du G20, en tout cas, le secrétaire d'État américain Blinken s'est entretenu avec son homologue rwandais, Emmanuel Macron aussi. On a l'impression que la communauté internationale fait un peu pression sur le Rwanda aujourd'hui. Les responsabilités sont forcément partagées dans un conflit aussi ancien et aussi complexe. Et on vient d'entendre plusieurs intervenants qui donnent vraiment à comprendre cette complexité. Et alors, moi, je ne suis pas très optimiste, parce qu'aucun des problèmes de fond n'est résolu ou n'est en passe d'être résolu. Ce qui est nouveau, problème économique, problème ethnique, oui, problème ethnique, problème économique, problème démographique, le problème de la terre qui est central, tout ça n'est pas résolu. Alors, ce qui est nouveau, c'est peut-être l'intervention du Kenya, de cette nouvelle armée dans le cadre de la communauté est-africaine. C'est nouveau. Peut-être réussiront-ils, alors que pendant 20 ans, la présence de l'ONU a été un énorme fiasco. Mais cette armée, justement, n'empêche pas en tout cas les forces du M23... cette armée, elle n'est pas encore intervenue. Elle est en cours de constitution. Je crois c'est l'armée de l'Afrique de l'Est, pour expliquer. Oui, l'armée de l'Afrique de l'Est. Qui inclut donc le Kenya, mais aussi j'ai vu le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la RDC. Oui, c'est ça. Mais enfin, là, actuellement, c'est essentiellement autour du Kenya que s'organise cette force armée. Et bon, faisons-lui crédit. On verra bien. Parce qu'actuellement, c'est extrêmement difficile de comprendre, de voir comment on peut sortir de ce bourbier. Il faut couper le nœud gordien, mais comment? Peut-être que cette situation militaire, apportera des éléments nouveaux pour faire avancer la situation, pour la débloquer. Jean-Claude. Oui, comment sortir de ce moment, ce bourbier ou ce moment paroxystique, ça a été dit plusieurs fois, ça a plusieurs décennies. Il va y avoir une armée d'interposition, certains veulent un mandat plus offensif. 900 hommes kenyans vont participer à cette armée. Est-ce que cela va suffire à démembrer toute une armée qui est surdotée et qui fonce sur Goma? Il est bien pour sauvegarder la souveraineté de la RDC, que la RDC, le gouvernement de la RDC demande au moins la cessation des hostilités de la part du M23 et voir se retirer pour continuer un processus auquel il y a des oscillations. Parfois, le M23 dit oui, dit non et autres, il y a des oscillations. Il y a des interventions habiles et fortes et de plus en plus fortes de la France, des États-Unis, de l'ONU, de l'Union africaine, et le Kenya joue de plus en plus un rôle clé et on va peut-être vers une résolution régionale, mais qui doit pas entamer la souveraineté de la RDC. Mais comme ça a été dit,
à l'intérieur, il y a aussi des problèmes congolais qui doivent être réglés, qui sont structurels et qui ne datent pas de Félix Tshisekedi aujourd'hui, qui ont des racines, qui ont plusieurs décennies. Et une partie du Congo, et pas seulement celle-ci, s'est sentie un peu ostracisée par rapport au pouvoir central. Donc il y a plusieurs problèmes en même temps. Mais vous êtes peut-être un peu plus optimiste que Roland Portier. Voilà, le défi de M. Félix Tshisekedi aujourd'hui et des pouvoirs qui vont arriver après, de régler justement à travailler au renouveau de la souveraineté, pas seulement de la RDC d'abord, mais aussi reconstruire avec ses voisins. Donc des relations de paix et de cordialité. Et sur le plan géopolitique, géostratégique, là aussi, ça va être un morceau. Vaste programme. Pierre Boissolet, comment on sort du bourbier, pour reprendre l'expression de Roland Portier? Bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse. Déjà, donc là, le Kenya, cette médiation kenyane, cette armée est-africaine, ça c'est positif? Alors, sur le concept de l'armée, de la force régionale de l'Afrique de l'Est, je suis un peu sceptique. En revanche, je rejoindrai Roland Portier pour dire que l'implication du Kenya, c'est un peu la nouveauté de cette crise par rapport à il y a 10 ans, par exemple. Je ne pense pas que la force kenyane en tant que telle qu'on annonce de 900 hommes permette de résoudre à elle seule le problème. En revanche, ce qu'il faut espérer, c'est que cette présence donne à la médiation kenyane les leviers politiques pour trouver des solutions à cette crise. Patrick Muyaya, justement, cette médiation kenyane, comment est-ce que vous y répondez? Il n'y a pas que la médiation kenyane, il y a la médiation qui a commencé autour du président Lorenzo, qui a été mandaté par l'Union africaine. Je dois rappeler ici que nous participons à tous les processus diplomatiques parce que justement, pour nous, on n'aurait jamais dû retomber si bas parce que je dois rappeler ici qu'à l'arrivée du président Tshisekedi à la tête de la RDC, il a décidé d'harmoniser les relations qui étaient d'ailleurs déjà tendues à l'époque avec tous les pays voisins, y compris les Rwandais. Et il y avait même une proposition des modèles de partenariat économique que nous pouvons mettre en place pour s'assurer que nous encadrons les flux des collaborations, d'échanges qui existent entre nos populations. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de Luanda, que ce soit au niveau de Nairobi, nous attendons tous des signes sur le terrain, des signes en termes de retrait de localités occupées par la Rwanda. Et vous appelez à un cessez-le-feu ce soir? Et les cessez-le-feu, c'est ce qui a été dit à Luanda en juillet, c'est ce qui a été dit en septembre dernier autour du président Macron à New York, c'est ce qui a été dit aussi à New York, c'est ce qui a été répété encore dans la résolution de la francophonie, parce qu'on veut tous qu'il y ait cet arrêt des violences. Et aujourd'hui, il appartiendra au Rwanda qui soutient les M23, ou tout au moins qui s'est engagé dans tous les créneaux diplomatiques à parler au M23, de le faire rapidement pour nous permettre d'aller vers la paix. Mais ici, je dois rappeler que le président de la République a lancé un appel à la mobilisation générale. Aujourd'hui, les jeunes Congolais massivement s'enrôlent dans l'armée. Aujourd'hui, nous serons très vigilants pour reprendre l'expression d'un co-débatteur tout à l'heure, pour défendre l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup, Patrick Muyaya, d'avoir été avec nous en direct de Kinshasa. Merci à vous, Aloïs Teguera, vous étiez avec nous en direct de Suède. Merci beaucoup, Pierre Boissolet. Merci, Roland Portier. Et puis, merci, Jean-Claude Félix Tchikaya. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.